On va donc passer à peu près 1 heure et demie ensemble, d'après ce que j'ai compris. Pour les périodes de questions, attendez pas à la fin. Interrompez-moi quand vous voulez. Il n'y a aucun problème. Au contraire, si ça fait allusion à des diapositives que je monte, vous êtes mieux de poser la question maintenant. Donc c'est avec grand plaisir que je vais tâcher de répondre et que mon complice pour les questions pièges arrêtera l'enregistrement. Euh, En fait, la présentation va se dérouler en deux parties. Je vais faire un portrait de la construction en bois au Canada pour vous dire un petit peu d'où on vient, où est-ce qu'on est rendu. Il y a des bons coups, il y a des moins bons coups, il y a des choses que vous faites mieux que nous. Il y a des choses probablement où on a un petit peu d'avance. Et puis la deuxième partie, c'est un petit peu l'histoire d'une partie de ma vie professionnelle à travers la création d'un produit d'ingénierie du bois. Donc la deuxième partie, je ne veux pas la promotion d'un produit, mais plus les étapes, le cheminement. Vous voyez ça comme un petit peu les étapes d'élaboration, de création, de fabrication, de certification, de mise en marché d'un produit, les embûches, les obstacles, comment ça marche, puis comment on arrive à les bousculer. Donc, je suis né en France et ça fait maintenant plus de 30 ans là, que j'ai quitté la France, dont 26 ans au Canada. Canada qui est vraiment un magnifique pays dont je suis tombé amoureux. Pour ceux qui ont un petit peu de temps pendant les vacances, il y a eu l'inauguration d'un sentier qui s'appelle le sentier transcanadien qui relie l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et l'océan Arctique. Tout ça dans le même pays, c'est un petit 24 000 km à pied, s'il y en a que ça tente. Donc, mais ça fait toute une difficulté parce que on a une variété d'essences de bois complètement incroyable. Donc la dynamique qui se passe au Québec, celle qui se passe dans le nord des États-Unis ou dans l'ouest canadien est complètement différente. On n'a pas les mêmes arbres, on n'a pas les mêmes dimensions de pièces de bois. Par contre, on a en commun d'avoir 10 millions de kilomètres carrés de superficie de forêt pour à peu près 38 millions d'habitants. Le Québec où je suis, c'est à peu près 8 millions d'habitants pour 4 fois grand comme la France. Donc vous voyez que l'espace, il y en a. C'est des lacs, c'est des forêts, c'est des rivières. Et si on regarde un petit peu les quelques chiffres, je ne vais pas vous bombarder trop de chiffres, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'on est en 3e position au niveau des forêts dans le monde. Par contre, quand on regarde au niveau du top 10 des plantations de forêts, on n'apparaît pas. On n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'on ne replante pas, mais quand on regarde le graphe d'en dessous et qu'on regarde les pays où il y a des pertes nettes ou qu'il y a des gains de plantation de forêt, en fait, on est assez neutre. On est un peu dans le juste milieu. On est ici à plus ou moins 50, là, quand vous voyez la couleur. Donc, c'est-à-dire qu'on s'équilibre. Okay. Faut savoir qu'on exploite seulement 0,2% de notre forêt, ce qui est très peu. Souvent, on pointe du doigt l'industrie. La majorité d'entre vous sont des professionnels, mais ce qui fait le plus de mal chez nous, c'est les incendies puis les insectes. Okay, ils détruisent et de très loin beaucoup plus que ce qu'on exploite avec notre industrie. Par contre, la France, vous avez un certain gain au niveau des forêts. Donc au niveau replantation, c'est des choses sur lesquelles vous avancez très bien. Petite anecdote en passant, j'ai un côté un peu provocateur, puis n'hésitez pas à faire la même chose, mais le premier pays qui a le plus de plantations dans le monde, vous avez vu en haut, c'est la Chine. 62% des plantations actuellement dans le monde sont faites en Chine. Donc actuellement, ils importent du bois de chez nous, de chez vous, de partout, puis pendant ce temps-là, ils plantent. Donc, il ne faut pas être alarmiste, mais ce serait quand même dommage qu'un jour, au Canada ou en France, on importe du bois de la Chine. Voici la manière dont sont réparties les essences de bois. Donc, on a, au niveau de la forêt boréale, c'est très peu d'essences de bois. On appelle ça le groupe EPS, épinette, pin, sapin. C'est avec eux, d'ailleurs, qu'on fait la majorité de notre construction bois. Puis quand on est le fameux fleuve Saint-Laurent qui se jette dans l'océan Atlantique, là, on commence à avoir une forêt de feuillus. Mais cette forêt de feuillus est appartient surtout à des propriétaires privés. Et ça, c'est intéressant, c'est une grosse différence qu'on a, c'est qu'en France, si je ne m'abuse, puis dites-moi si je me trompe, mais les derniers chiffres que j'avais, c'est à peu près 75% de la forêt qui est privée. Nous, c'est 90% de la forêt qui est publique.
Donc la forêt appartient à l'État, appartient au gouvernement. C'est elle qui la gère. C'est elle qui délivre les permis d'exploitation. Donc dynamique complètement différente par rapport à celle que vous avez. Est-ce que ça nous aide ou pas? Je vous dirais qu'au niveau rendement d'exploitation forestière, si on se compare avec les pays scandinaves, ils sont de trop loin supérieurs à nous. Par contre, effectivement, au niveau des aires protégées et de tous les aspects de respect et du développement durable de la forêt, on a une certaine avance, puis je vais en reparler. Bon, en tant qu'ingénieur, on aime bien la notion d'élancement. Donc, actuellement, la plus haute tour au monde, elle fait à peu près 170 mètres d'empattement, là, Burj Khalifa à Dubaï, quand il y a Sky City aussi en Chine qui va la dépasser. Puis, sur une hauteur de 828 mètres, ça fait un élancement d'à peu près de 5. Si je prends l'essence de bois qui est dans l'ouest canadien, le fameux séquoia, donc très bel arbre, que normalement on n'a plus le droit d'exploiter pour de l'industrie, donc 10 mètres de diamètre, 100 mètres de haut, à peu près un élancement de 10. Puis si j'arrive au Québec, notre essence de prédilection pour la structure de bois, c'est l'épinette noire. 30 cm de diamètre, 15 mètres de haut, et lancement de 50. En fait, notre fameuse épinette noire, ce qu'elle réalise est de très loin bien meilleur au niveau lancement que la plus belle et la plus haute des constructions humaines qu'on a réalisées jusque maintenant. C'est vraiment intéressant de voir qu'on s'inspire de la nature, mais on est encore très loin de ce qu'elle réalise. Et ça, c'est un arbre qui a une saison de végétation d'à peu près, je vous dirais, 4 mois. Hein. On a des hivers qui font la réputation du Québec. Même si on a 4 saisons, l'hiver est la saison la plus longue. Et donc, dans forêt boréale, cet arbre-là, avant 80 ans, il ne se récolte pas. Et c'est lui qui constitue la majorité de notre essence de bois dans la forêt boréale. Donc, on fait affaire avec une essence de bois qui est de petit diamètre, contrairement à l'ouest canadien. Et vous voyez toute la dynamique qui est différente. Et ça, c'est intéressant parce qu'il a fallu s'adapter à ça. Donc, si je prends la compagnie, par exemple, on a 3 fabricants de lamelés collés croisés, CLT, Cross Laminated Timber, au Canada. Il y en a un dans l'ouest, Structurelam. Puis on a Chantier Chibougamau au Québec, qui est vraiment un des leaders de la structure bois. Et lui, il ne s'est même pas contenté seulement de ramasser l'épinette noire. Il s'est dit, la tête des arbres que tout le monde laisse par terre, en forêt, il n'utilise pas, et même certaines branches, moi, je vais les récolter, puis je vais en faire des produits d'ingénierie du bois. Donc, au Canada, c'est très intégré. Hein. Les pâtes à papier sont là. Après ça, il y a l'industrie de sciage, puis les produits d'ingénierie du bois. Autrefois, les pâtes et papiers étaient en très grand essor, ce qui faisait que ce qu'ils n'utilisaient pas en copeaux pour faire de la pâte, ça allait au bois, donc qui était un peu l'enfant pauvre. Et après ça, les produits d'ingénierie sont arrivés. Chantier Chibougamau, c'est un bon exemple. C'est une scierie qui s'est intégrée et qui a commencé à fabriquer du lamelé collé, de l'aboutage, du lamelé collé, après de la poutrelle en riz, et qui est rendu maintenant à faire aussi du bois lamelé collé croisé. Et tout ça, c'est fait à partir de petites pièces de bois de moins de 20 mm sur 20 mm pour faire des poutres de portée de 60 mètres de long. Donc, on ne fait pas seulement de l'aboutage, parce qu'on n'a pas le choix, il faut des longues pièces de bois. On fait de la lamellation, donc dans l'autre sens, comme vous le savez. Mais en plus, dans ce même produit-là, on fait du panotage. On est vraiment dans les 3 directions. À partir de petites pièces de bois, on fait ces dimensions immenses. Contrairement à l'ouest canadien, où au contraire, ils ont des arbres de plus grande dimension, et pour eux, faire des pièces de grande dimension, c'est vraiment pas un problème. Donc, on a tous la même problématique, je pense, que ce soit ici ou ailleurs. Les rotations, on veut qu'elles soient de plus en plus courtes, on veut récolter de plus en plus rapidement, on a des diamètres de plus en plus petits. Donc la reconstitution est devenue un incontournable dans notre industrie et donc la fabrication des produits d'ingénierie. La loi sur la forêt, je vous dirais qu'en 1987, cette loi-là a perduré. Et en 2010, pour la première fois, on a eu une loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, qui a donc remplacé notre loi sur la forêt. Et en 1er avril 2013, s'est implantée vraiment la notion de développement durable de manière intensive à travers le Canada et notamment à travers le Québec. 40% des forêts certifiées dans le monde actuellement sont canadiennes. 20% des forêts certifiées au Canada sont québécoises. Et
on ne s'est pas seulement contenté de s'en aller dans cette veine de développement durable, mais on a décidé aussi de faire des bâtiments durables. Et vous allez voir qu'on est très pratico-pratique au Canada. On aime ça monter des guides techniques non payants disponibles sur le web. Donc ça, c'est une présentation, entre parenthèses, le PDF, il va être rendu disponible. Et la plupart de ce que je vous montre, et à chaque fois je mets les sources, vous pouvez aller chercher l'information. Donc on a un guide des bonnes pratiques de la planification territoriale du développement durable. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau de la forêt certifiée au Québec, il y a une augmentation incroyable de notre surface forestière certifiée. Et ça, c'est vraiment une volonté gouvernementale, très bien surveillée, avec des organismes indépendants. En 2013, on était à 90% de notre territoire québécois qui était des forêts certifiées. 2014-2015, il y a eu une chute. Le plus gros dans l'industrie du bois s'est fait prendre en défaut. Et donc, on est redescendu à peu près à 75-80%. Il s'est fait retirer un territoire, il a refait ses devoirs et depuis, on est remonté à plus de 90%. Donc, c'est un processus qui est sérieux et dans lequel le gouvernement a mis beaucoup d'énergie, pas seulement pour l'imposer, mais aussi dans la mise en application et dans l'inspection. Et ça, ce que ça a donné, l'étape d'après, 1er avril 2013, 30 avril 2013, on développe une charte bois au Québec. Donc ça, c'est un autre élément qui a fait que le bois a pris vraiment un virage. Donc si je vous dis, avant 2010, il n'y avait pas un fabricant de lamelés collés croisés au Canada. Et je vous dirais très sincèrement qu'à tous les niveaux, au niveau de la structure bois, à part faire des maisons, on s'entend, en France, c'est quoi? 8-7% des maisons actuellement qui sont faites en structure bois. Chez nous, c'est 95% et plus. Et quand on arrive dans le non résidentiel, on avait, comme on dit au Québec, des croûtes à manger, dans le sens où il y avait un manque de connaissances, il y avait un manque en fait, à tous les niveaux. Et on a décidé de faire ce virage-là. Puis, comme tout jeune continent, ça se fait, puis ça se fait vite. 30 avril 2013, charte bois. Un leadership en matière d'utilisation du bois et de la construction, bâtiments de moyenne hauteur, formation sur le matériau bois, puis encourager la recherche et l'innovation. Donc ça, c'est le gouvernement qui décide de se doter d'une charte bois pour favoriser ces 4 axes-là. Ça, c'était la mouture politique de l'ancien parti, le Parti québécois en 2013, le Parti souverainiste. Quand le Parti libéral est arrivé au pouvoir, celui qui est toujours au pouvoir actuellement, il a repris ces 4 thèmes avec une nuance, construction de bâtiments de moyenne et grande hauteur. Là, on s'est dit, c'est plus 50% en 2030, c'est 75% des gens qui vont se retrouver en zone urbaine. On est à peu près 7 milliards, en 2030, on va être 9 milliards d'habitants. Il y a de moins en moins d'espace autour des grandes villes. Il faut construire en hauteur, il faut qu'on soit là. On est en retard. Demain matin, on va décider de devenir parmi les leaders. Et donc, on s'est engagé dans cette voie-là. Et toujours pareil, ce qui nous a poussé à ça, c'est tous les atouts écologiques du bois que vous connaissez, là que je ne recommencerai pas. Le Québec a décidé de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37,5% en 2005 par rapport à 2030. Et le bois s'avère un incontournable grâce à tous ces atouts écologiques pour s'aligner dans cette tendance-là. Donc on souhaite vraiment s'impliquer pour lutter contre le changement climatique. Ça, c'est les pourcentages d'utilisation de structures principales en bois au Québec. Vous l'avez par étage. Donc, je vous dirais, dans les années 2012, donc avant la charte bois, on était à peu près dans le secteur non résidentiel, donc commercial, agricole, industriel, institutionnel, on était à peu près à 18-19%. 5 ans plus tard, on est rendu à 25%, puis ça continue à grimper. Et une nouvelle mouture de la charte bois, toute récente, en mai 2017, donc provinciale toujours. Toujours la notion de développement durable, mais ce qui a beaucoup changé, là, c'est que c'était des vœux pieux, okay, mais là, ça manquait un petit peu de concret. Donc là, partout, vous avez des actions concrètes. Et une extrêmement importante, contre laquelle nous, on avait beaucoup de difficultés au niveau du dimensionnement, c'est que souvent, par manque de connaissances ou par tous les paradigmes et tous les préjugés qu'on a sur le bois a été
retiré dès le début, lorsqu'il y avait un projet qui arrivait sur la table des différents bureaux. Ce qu'a dit le gouvernement, il a dit c'est fini, moi je me suis engagé pour le développement durable. Donc, à partir de maintenant, à chaque fois que je donne $1 dans un projet public, je vous oblige à considérer le bois. Et il y a une reddition de compte. Je vous oblige à le considérer pour la soumission. Son rôle, ce n'est pas de favoriser un matériau par rapport à un autre, c'est de dire, jusqu'à maintenant, vous ne le regardiez pas, on a des objectifs de développement durable, le bois est un incontournable, vous allez l'étudier. Qu'il l'emporte ou qu'il ne l'emporte pas, après ça, c'est une saine compétition. Mais vous devez de l'étudier. Et ça a fait tout un changement dans la perception des projets. Et le plus gros pourvoyeur de fonds dans les projets, c'est le gouvernement, les routes, les hôpitaux, les écoles et tout ce que vous connaissez. Donc, c'est vraiment le thème de la lutte au changement climatique qui nous a fait prendre ce virage-là. Et la lutte aux gaz à effet de serre. Donc là, il y avait 4 volets. Premier volet, formation. La même problématique que vous avez en France dans la plupart des écoles en génie civil, c'est-à-dire que nos ingénieurs en génie civil sont formés sur l'acier et le béton. Puis le bois, généralement, est optionnel, et pas dans toutes les écoles. Il y a certaines écoles, comme le NSB et l'INSTIP, qui ont pris cette vocation construction au bois, mais on s'entend qu'un ingénieur en génie civil qui décide de faire de la structure, dans sa boîte à outils, il y a un petit déséquilibre entre le bois, l'acier et le béton. Donc, pour votre information, moi aussi, j'ai été jusqu'à 5 ans professionnel, dans le sens où j'étais dans le secteur privé. Puis depuis quelques années, je suis rendu professeur, j'ai mal tourné. Mais ce qui m'a fait cliquer, j'étais rendu à une étape dans ma vie où j'avais envie de transférer un petit peu les quelques connaissances que j'avais pu acquises, les bons coups et les moins bons coups que j'avais faits à des étudiants. Mais c'est surtout que le problème que je vivais depuis toujours dans les entreprises où j'étais, on avait notre propre centre de formation à chaque fois dans les entreprises où j'étais pour former nos gens parce que dès qu'on arrivait au matériau bois, il y avait vraiment des grosses lacunes. L'Université du Québec à Chicoutimi a décidé dans son plan quinquennal 2013-2018 comme le mettre dans une priorité. Ça a pris 1 an. À un niveau universitaire, pour moi, ça ne va jamais assez vite. Mais ça m'a quand même surpris en 1 an d'arriver à refondre complètement le diplôme d'ingénieur en génie civil. Donc actuellement, on a 2 cours obligatoires sur la structure bois, pas optionnel, obligatoire. Et en plus, le bois rayonne dans 5 autres cours, c'est-à-dire réhabilitation et entretien des structures, etc. Je fais des interventions dans ces cours-là. Quand mes collègues sont autonomes, je leur laisse mon matériel, puis ils volent de leurs propres ailes. Et donc, c'est vraiment un rayonnement, pas pour mettre le bois au-dessus des autres matériaux, au moins pour le mettre sur un pied d'égalité et que l'ingénieur puisse avoir le choix et la connaissance, après ça, de faire son optimisation. Donc, où est-ce qu'on est, voilà le Québec, au nord de Québec, 2 heures de route. C'est ici que se trouve la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au bord du fjord Saguenay. C'est là où Chicoutimi a sa ville et son université. Donc, ce n'est pas une grosse université, 10 000 étudiants. Mais actuellement, grâce à ces programmes-là, il fallait qu'on se prenne une niche de marché qui nous différencie. Et ça n'a pas été seulement une formation unique au Québec, mais au Canada et même en Amérique du Nord. Actuellement, encore partout ailleurs, les ingénieurs en génie civil sont encore formés de manière optionnelle sur le bois et c'est maximum 1 cours. Donc on s'est lancé dans cette aventure-là. Première année. Deuxième année, on créé la maîtrise professionnelle qui a fait l'excellente collaboration qu'on a jusque maintenant avec l'ENISE, qui nous envoie depuis 3 ans des étudiants pour aller faire soit un semestre, soit une année complète chez nous, pour aller parfaire leurs connaissances dans un contexte différent. Donc, vous le voyez, la maîtrise professionnelle, il y a toutes sortes de cours, mais il y a une teinture, effectivement, bois, qu'on cherche à garder et qui est vraiment notre spécialité. Puis les professionnels comme vous, ce qui s'est passé, c'est qu'ils me sont revenus puis ils m'ont dit écoute Sylvain, super, puis 26 ans que tu es au Québec, enfin on a de la relève, il y a des étudiants qui sont formés, mais nous, on est sur le marché du travail, puis on n'a pas le temps d'aller au Saguenay, puis encore moins de faire une maîtrise à temps plein. On voudrait un programme sur mesure pour nos gens chez nous qui comprennent davantage ce matériau-là et comment l'utiliser. Et donc on a formé un programme court à distance. Donc les intervenants qui délivrent les cours spécialisés en sécurité incendie, conception des structures en bois, etc., sont
à distance et les étudiants sont partout. J'ai même des gens en génie mécanique qui veulent comprendre par quel bout attraper un bâtiment qui suivent ce cours-là. J'ai des gens de d'autres provinces canadiennes, même de l'Ouest canadien, qui suivent ce programme. Donc vraiment online, à distance, enregistré. Si la personne n'est pas disponible le soir pour l'écouter, c'est un soir par semaine, il peut le suivre. Et il est mixte ingénieur-architecte. Il faut être un ingénieur ou un architecte pour adhérer à ce programme-là. Et on avait aussi ce problème-là, c'est le fameux travail d'équipe entre les ingénieurs et les architectes, hein, que vous connaissez aussi. On n'élaborera pas sur le sujet, mais le fait de les faire travailler ensemble et de leur faire des projets ensemble a aussi grandement aidé à la cause du bois. 3 programmes en 4 ans, puis maintenant on offre des services de formation continue, des colloques sur la sécurité incendie, sur la préfabrication, des formations, des webinaires, des missions de transfert de connaissances, etc., etc. Pourquoi je vous parle de ça? Pas pour faire la publicité de l'UQAC, mais juste pour vous dire que c'est parti d'une volonté gouvernementale qui a mis de l'argent sur la table. Nous, on y a cru, on s'est dit c'est l'envol qu'il faut prendre. Et tous ces programmes-là, que ce soit premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, formation continue et autres, ça s'est fait en l'espace de 3 ans et demi. Donc quand on le veut, on peut vraiment. Et bien sûr, on s'est lancé dans la recherche aussi. Notamment, on a une chaire sur la croissance de la forêt boréale à l'UQAC. Mais le gouvernement ne s'est pas arrêté là. Il y avait le volet formation, mais il y en avait d'autres. Il y avait 4 axes. L'autre, c'est s'il y a un projet qui se fait avec une solution innovante en bois, il finance 50% des dépenses admissibles jusqu'à 200 000 $, c'est des dollars canadiens. Si c'est un bâtiment innovant en bois, jusqu'à 50%, 10% de la valeur jusqu'à 1 million de $. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, les dépôts des projets, il faut qu'ils soient faits avant le 31 mars 2018. Donc ça stimule les gens aussi à s'engager dans des bâtiments innovants ou des solutions innovantes en bois. Parce qu'il y a une aide financière qu'on n'avait absolument pas avant. Ça ne s'est pas limité au niveau provincial, ça s'est fait au niveau national. Dans le budget 2017 jusqu'à 2019, 40 millions de dollars réinvestis pour les solutions innovantes en bois. Donc, actuellement, il y a 3 projets d'envergure majeure au Canada pour des tours, parce qu'il y avait des bâtiments de moyenne et grande hauteur. Et toute la recherche et développement est financée par le gouvernement canadien. Ça, c'est sûr que ça fait une grande accélération dans la prise de risque et partagée. Les États-Unis, qui sont, reconnaissons-le, en retard par rapport à tout ce qui se passe au Canada dans le domaine du bois, mais qui cherchent à combler leur retard maintenant. La compagnie dont je vous parlais tantôt, Chantier Chibougamau, 80% de leur volume est envoyé aux États-Unis. Eux aussi ont décidé de faire un Act Advocates pour l'utilisation du bois dans la construction. Ils sont là. La raison pour laquelle ils importaient de chez nous, c'est tout simplement parce que nos compagnies avaient l'étiquette verte avec toutes les certifications. Donc le contexte nord-américain, que ce soit à l'échelle du Québec, que ce soit à l'échelle du Canada ou que ce soit même à l'échelle nord-américaine, est vraiment en train de bouger et terriblement vite. Et c'est parti d'un gouvernement qui, jusqu'à présent, ne s'impliquait pas, et qui a décidé, pour prendre ce virage, de lutter contre le réchauffement climatique, de favoriser l'apport de connaissances pour faire tous ces beaux bâtiments. C'est sûr qu'on était déjà au Québec les champions d'ingénierie du bois, sans fausse modestie. Aux États-Unis, ils sont encore à 40% d'utilisation du bois de sciage. Chez nous, le bois de sciage, dans le domaine résidentiel, c'est presque plus utilisé, c'est que des produits d'ingénierie du bois. Puis, il faut savoir qu'au Québec, on parle français, mais il y a quand même pas mal plus de ressemblances entre un Américain et nous que dans la culture et dans la façon de vivre. Et par contre, quand il s'agit d'une maison, autant il suffit juste d'aller en Ontario, toutes les maisons sont pareilles, les mêmes toits, alignés pareils. Aux États-Unis, c'est la saucisse, c'est la série aussi. Ah non, non, nous, il faut que notre maison elle soit différente du voisin. Puis la beauté de la maison, il faut qu'elle passe par l'architecture du toit. Il n'y a pas une maison pareille. Et donc, on a énormément de complexité de fabrication à faire. Avant, dizaines de modèles de fermes de toit, fermettes de toit dans un toit, c'était normal. Maintenant, une maison a minimum 60 modèles de ferme de toit dans sa structure de toit.
Donc, il a fallu qu'on passe par cette adaptation technologique et les produits d'ingénierie du bois se sont avérés des incontournables. Et quand on voit les dates de création, et puis j'aurais pu rajouter le Timber Strand, le Laminated Strand Lumber, c'est quand même des choses qui sont relativement récentes à ce niveau-là. Mais surtout, on a passé les mêmes étapes. Au début, on utilisait du bois vert, après on est passé au bois sec, puis après ça, on est passé aux produits d'ingénierie. Donc une meilleure stabilité, une meilleure régularité des prix, des portées plus longues et des plus grandes résistances, etc. Tout à l'heure, j'ai hésité, hein, quand j'ai parlé, j'ai dit fermette de toit, c'est parce que ça me fait toujours sourire. Vous appelez ça des fermettes, mais nous on appelle ça des fermes. C'est la plus longue, 104 pieds, à peu près 104 pieds, c'est 32 mètres à peu près, là. La compagnie pour laquelle j'ai fabriqué, c'était notre record d'ailleurs qu'on a fait fabriquer. Mais je veux dire, on pousse les limites, tout ça avec des petites pièces de bois. Donc là, il y a un choc de culture. Hein. Quand on voit les dimensions des pièces de bois avec lesquelles sont faites les maisons ici, puis que nous, on fait des fermes agricoles de cette portée-là. Là. Mais on est très, très axé sur l'optimisation. Très axé sur l'optimisation. Il y a 4 systèmes constructifs. L'ossature légère, donc le fameux système de par 6, principalement dans le résidentiel, mais qui, là aussi, il y a eu un énorme changement dans notre réglementation. Vous, en France, vous n'avez pas de limite d'étage. Nous, on avait eu une limite d'étage qui était limitée à 4. Là, ils viennent enfin de passer à 6. Puis maintenant, on est capable de faire, avec les guides qu'on a montés, des bâtiments jusqu'à 13 étages. Donc, et ça, c'est des réglementations qui évoluent quand même relativement vite, on va dire, pour ce qui est des normes. Et on a un nouveau code du bâtiment tous les 5 ans, des nouvelles normes au moins tous les 4-5 ans. Il y a le système poteau-poutre, le système en bois massif que j'appelle, donc le bois lamelé collé croisé, qui est le système de prédilection pour les multi-étagers. Puis le système hybride. Donc, je vais vous montrer rapidement pour vous donner une idée un petit peu au Canada des structures qu'on fait. Donc, système ossature légère. Bon, ben ça, c'est l'exemple d'un hôtel qui s'appelle le Holiday Inn, qui est au bord de l'autoroute 20 entre Québec et Montréal. C'est le premier bâtiment LEED, certifié LEED qu'on a eu au Canada. Donc, c'est des poutrelles en I avec lame en OSB, puis des murs de refend, donc de cisaillement pour la partie verticale. Donc, on utilise le bois en système structural. Mais on utilise aussi le bois, comme vous le voyez, intérieur, donc en parement intérieur. Poteau-poutre, comme je vous le disais tantôt, on était limité à 4 étages. Ça, c'est le premier bâtiment de 6 étages en poteau-poutre en Amérique du Nord qui s'est fait. En fait, je dis qu'il s'est fait. Nous, notre code du bâtiment, il date de 1941. Donc c'est quand même relativement récent, mais si vous regardez l'historique de tous les bâtiments au Canada avant 1941, on en a plein de bâtiments de 8, 9 étages, il y en a plein. Mais avant, on ne savait pas qu'on n'avait pas le droit de le faire. En 1941, tout d'un coup, on n'a plus eu le droit. Ça, c'est la fameuse sécurité incendie, puis un énorme lobbying, il faut le dire aussi, de l'acier et du béton. Et donc là, on s'est retrouvé vraiment bloqué à faire des 4 étages. Et pendant longtemps, au moins, on a une petite ligne dans notre code qui nous dit si vous faites la démonstration que vous avez des performances équivalentes, allez de l'avant. Sauf que ça va prendre 6 mois, 9 mois, des fois 1 an sur les projets de plus à le réaliser pour obtenir notre certification au niveau de l'organisme qui s'appelle la Régie du bâtiment qui contrôle ça. En réalité, il y avait comme un moyen contourné de le faire, mais ça prenait plus de temps et ça a empêché de nombreux projets. Donc, on s'est dit, là, il faut que ça bouge. On a fait ce 6 étages poteau-poutre en bois lamelé collé dans la ville de Québec, avec platelage en bois. Puis évidemment, pour le phénomène de sécurité incendie, ben, les assemblages sont tous cachés. Là. Là, on a fait la démonstration que le bois a une excellente résistance au feu. Donc il suffit d'avoir l'épaisseur conséquente pour protéger l'acier à l'intérieur et on respecte tous les critères qu'il faut. Donc là, je suis dans des blocs plutôt carrés. Si je vais dans les arches lamelées collées, le premier
stade de foot qu'on a réalisé, qui s'appelle le Bois de Boulogne, là, à Laval. Figurez-vous que ces poutres, elles n'ont pas été faites au Canada. On n'avait pas les équipements pour. Elles ont été faites par Matisse en France. Puis c'est eux qui ont fait la majorité de l'ingénierie. Ça, c'était notre premier stade de foot. Donc, c'était en 2005. Là, on a appris, puis on s'est rendu compte du manque de connaissances qu'on avait sur certains domaines. Le deuxième, on l'a fait tout seul. C'est le stade Chauveau à Québec. Par contre, tous les usinages entièrement ont été faits à la main, avec des perceuses, avec des scies, parce qu'actuellement, à ce moment-là, on n'était pas encore équipé des centres à commande numérique. Donc ça, c'était en 2008, donc un projet d'à peu près 20 millions de dollars. 2011, à peu près 25 millions. Un autre stade sportif, un autre à Québec, complètement innovateur, qui a gagné des prix internationaux partout à travers le monde. Là, on est rentré, on a appris, on s'est débrouillé tout seul. Là, cette fois-ci, nos manufacturiers ont des CNC, des équipements à commande numérique. Puis là, on s'en va dans l'innovation, on crée. Puis, donc, c'est 13 arches, à 3 articulations, à inertie variable. La plus haute hauteur, c'est 1800 mètres, c'est à peu près 70 mètres de portée. Puis le dernier, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, c'est le stade de foot Saint-Michel. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous un projet signature. Donc là, on a appris, on a fait des choses traditionnelles, on a commencé à faire des choses innovantes. Ça, c'est un peu fou. C'est absolument pas un projet qui ait une belle vitrine économique, un toit plat là, en bois. Là. C'est vraiment pas l'idéal. Donc, ça a coûté probablement 3 fois le prix que si on l'avait fait avec des arches. Mais c'était ce qui était demandé. Lui aussi a eu des prix un peu partout. La résistance en traction de l'assemblage, c'est 10 000 kN. Imaginez ça, on n'avait même pas une presse qui était capable de tester ça. On envoyait ça se faire tester les prototypes à Stuttgart en Allemagne. Mais un projet extraordinaire qui a été une vitrine des possibilités inimaginables de ce qu'on pouvait faire avec 2 produits d'ingénierie qui étaient le lamelé collé et le bois lamelé collé croisé, parce que c'est des caissons, lamelé collé CLT, qui constituent l'ossature. Ah, là, on a commencé à découvrir le CLT, le bois lamelé collé croisé. Le bois lamelé collé croisé, ça a été créé par des Français en 1946 qui ont déposé un brevet. Curieusement, la commercialisation, c'est quand même pas mal plus faite par les Autrichiens et les Allemands. Mais nous, jusqu'à 2011, il n'y avait pas de manufacturier au Québec. Donc, on s'est dit, il faut qu'on se lance dans cette aventure-là aussi. Et donc, on a fait le tour du jardin. On a fait vraiment un répertoire de tout ce qui se faisait un peu partout à travers le monde au niveau de la connaissance du lamelé collé croisé. Donc, on a produit un manuel. Parce que ce qu'on fait, tout est public. On ne se fait pas de cachette. C'est vraiment fait pour être disponible et que la connaissance avance et que ça aille vite. Donc vous voyez, ça passe du comportement au feu, acoustique, de l'enveloppe, vibration, séisme, etc. Une belle brique que vous pouvez télécharger sur le site de FP Innovation, notre centre de recherche canadien, le PDF est gratuit. À tel point que les Américains nous ont dit, c'est génial ce que vous avez fait, refaites-nous le même, mais selon nos normes à nous. Donc on a fait un CLT Handbook pour les Américains. Puis actuellement, le FCBA même vend ce livre-là en France parce que ça a l'air d'être un bon résumé de où en est la connaissance. Et là, nous, c'était pour aller chercher la connaissance et faire vraiment le tour de tout ce qui avait été fait. On ne voulait pas réinventer la roue, on n'a pas le temps à ça. On voulait savoir ce que les autres avaient fait puis comment aller une étape plus loin. Donc là, on s'est lancé dans l'aventure. On a décidé de faire le premier 6 étages en CLT en Amérique du Nord, donc qui sont des condominiums résidentiels. Comme vous le voyez dans la figure du haut. Puis, ça a été une très, très belle expérience. Et là, on s'est lancé. Comme on aime le faire, on s'est lancé à fond. Et le plus grand complexe actuellement résidentiel en surface au monde, c'est le projet Arbora à Montréal. On en est à la phase 2 actuellement au moment où je vous parle, entièrement, complètement fabriqué en CLT.
L'autre projet, 13 étages, à Québec, tout en structure bois, même le noyau central, cage d'escalier et d'ascenseur pour la reprise des efforts latéraux. Et ça, c'est intéressant. On était limité là, à 6 étages. Je n'ai pas le droit de faire un 13. Donc, on a monté un guide technique. On s'est réunis, tous les personnes qui avaient un bout de cette connaissance-là. On a monté un guide technique qu'on a présenté à la régie du bâtiment, qu'on s'est fait approuver. Et maintenant, c'est une référence que vous pouvez aller chercher aussi sur la régie du bâtiment, qui c'est vraiment la recette de comment faire un 13 étages à tous les niveaux, enveloppe, sécurité incendie, sismique et compagnie. Et les Américains s'en servent beaucoup actuellement pour commencer eux aussi à se lancer dans cette aventure des bâtiments de grande hauteur. Ils viennent de se terminer, les premiers étudiants commencent à rentrer, 18 étages à Vancouver, en CLT, c'est la plus haute tour au monde en bois actuellement. Par contre, elle, la cage centrale est en béton. Donc ces trois projets, le 13 étages à Québec, le 18 étages à Vancouver, puis le 14 étages à Ottawa, qui lui n'est pas encore construit, encore quelques autorisations avec la ville à obtenir, mais qui va être le plus haut des trois finalement, même s'il fait que 14 étages, ça dépend des hauteurs de plafond, ça c'est commercial et bureau, donc il va faire presque 60 mètres. Et toute la R&D de ces trois projets a été financée par notre gouvernement canadien pour donner une impulsion à la connaissance et à créer ça. Donc je vous ai mis, pour ceux que ça intéresse, tous les guides techniques que vous pouvez aller chercher, télécharger gratuitement, sauf celui-là, sur Internet. Comment construire un bâtiment de 5 et 6 étages, toutes les règles de calcul, un beau livre de 50 pages qui explique toutes les règles de calcul et de dimensionnement, le 12 étages. Et là, dernièrement, on a produit un guide technique pour la conception et la construction des bâtiments de grande hauteur. Une brique comme ça, il y a tout pareil, chacun des chapitres, un petit peu un livre de recettes de comment construire un bâtiment de grande hauteur. Donc c'est ce guide-là. Là. Donc c'est pas un coût exorbitant, là. J'ai plus 150, peut-être $200 maximum, là, puis vous pouvez l'acheter chez FP Innovation, les autres sont tous gratuits. Personnellement, quand je vous ai présenté les systèmes constructifs, tantôt, je faisais un peu une séparation. Ossature légère, poteau-poutre, massif ou CLT, puis structure hybride. Hybride, donc mélange des matériaux, bois, acier, bois, béton, etc. Pour qu'un projet soit rentable économiquement, il faut mixer les systèmes. Il faut mixer les matériaux, puis il faut mixer les systèmes. C'est les meilleurs des systèmes. Donc là, il fallait que je voulais vous montrer un exemple. J'ai pris celui-là, Saint-Félicien, qui est pas très loin de Chicoutimi, qui est un exemple intéressant. C'est Mazda. Bon, je ne fais pas de publicité, mais c'est un concessionnaire. Les plans arrivent des États-Unis pour un bâtiment en acier. La région dit non, notre maire dit moi, l'acier, là, ça ne fait pas vivre personne chez nous. Je veux que ça soit fait en bois. Puis la communauté se mobilise, puis il faut aider les fournisseurs locaux. Donc, pas question d'aller à plus de 100 km pour aller se faire fournir un produit qui va rentrer dans cette construction-là. Donc là, nous, on rentre sur le dossier. Quand je dis nous, c'est une équipe, on est plusieurs. Là, je suis impliqué dans de nombreux projets avec d'autres personnes. Puis on refait les plans et devis en bois. Et on a fait un mixte pour arriver au coût économique de l'acier qui était demandé. Donc des bois d'ingénierie de grande hauteur pour la partie garage mécanique, du lamelé collé, puis du platelage lamelé collé, puis de l'ossature légère pour les bureaux. Et ça, c'était assez innovant, en tout cas chez nous, parce que souvent un manufacturier d'ossature légère, là, ceux qui font des fermes de toit, des murs préfabriqués, des planchers, ils font ça, mais ils ne font pas de lamelé collé. Et celui qui fait du lamelé collé, il ne fait pas de CLT. C'est quand même assez... Et là, il fallait faire travailler donc, plusieurs manufacturiers ensemble. Mais ça a été une belle réalisation. Puis là, on s'est dit, tant qu'à se lancer dans des aventures, il n'y a pas que des bâtiments, il y a des ponts. Donc on avait un pont forestier à faire. Pas pour routier, là, c'est 180 tonnes. Hein, nos camions, nous... de grumes de bois là, qui passent là-dessus, là. Puis qui faisait pratiquement 70 mètres de portée. Puis on s'est lancé dans l'aventure
Et d'ailleurs, c'est un des conférenciers, la personne qui était un de mes grands amis, avec qui je travaille beaucoup, Louis-Philippe, qui vient à mes cours pour présenter ce projet aux étudiants. Et donc, caisson, encore une fois, lamellé collé CLT. Donc, on joue avec les différents produits pour être capable d'aller chercher le meilleur ratio performance-coût. Puis, quand on l'a eu fini, on s'est rendu compte qu'à 2 mètres près, on était le pont en bois le plus long au monde. Mais bon, quand on l'a fait, on ne le savait pas. Là, si on avait su, on aurait peut-être poussé un peu les culées. Puis, on ne le savait pas. Et un dernier exemple de structure hybride à l'Université du Québec à Chicoutimi, où je suis. Donc là, plus vous montez dans les systèmes constructifs, ossature légère, poteau-poutre, CLT, hybride, plus vous montez en hauteur. Okay, ossature légère, après 6-7 étages, c'est pas mal le maximum. Poteau-poutre pour les moyennes hauteurs, CLT pour les grandes hauteurs. Puis si vous allez dans les très grandes hauteurs, là, ça prend de la structure hybride. Donc un exemple, notre aréna, hein, le hockey pour les joueurs de hockey, notre sport numéro 1, il est fait en poutre de bois pour le plafond dans la partie comprimée en bois, les tirants sous-tendus en acier, fondation en béton, toiture en aluminium, parement en bois torréfié. La solution vraiment la plus légère, la plus espacée, la plus économique qu'on ne pouvait pas avoir en utilisant le bon matériau à la bonne place. Donc on aime ça. C'est rapide, mais j'ai déjà pris 40 minutes. C'était pour faire un rapide portrait de où on est rendu dans la construction bois. Donc si vous remontez avant 2010, 2011, on n'était pas là. Disons-le franchement, on n'était pas là. Ni en formation, ni en fabricant, ni en bureau d'études, ni en conception. 6 ans plus tard, on fait parmi les ponts les plus longs, les tours les plus hautes, puis on développe des formations qui, et j'en suis très heureux, font des partenariats avec certaines écoles comme l'ENISE qui nous envoient des étudiants. Donc, tout est possible. Oui, ça a pris une aide du gouvernement qui a décidé de s'impliquer, mais non pas pour favoriser le bois, juste pour s'organiser à respecter nos critères de limitation de gaz à effet de serre.